Bienvenue donc pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. D'abord, donc, je vais faire l'appel. Alors, Bertrand présent, Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques. Présent. Laurence Renard. Présent. Roberto Drapon. Présent. Émilie Stella, le pouvoir arrive. Arnaud Goutier. Présent. Magali Douce va nous rejoindre d'ici 10 minutes. Elle est à la commission intercommunale d'accessibilité, elle est en route. Jean Tanserel. Présent. Eliane Golio, absent de pouvoir, à Sylvain Moala. Brigitte Boucher. Présent. Denis Guyard. Présent. Raymond Bescot. Présent. Yolande Grosbon. Présente. Fabienne Belin, absent de pouvoir, à Isabelle Salomé. Patrick Marquet, absent de pouvoir, à Denis Guyard. Guérigon Deyer. Présente. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala peut arriver. Christelle Guillard. Présente. Salem Labrague. Présent. Charles Renard, absent de pouvoir à Laurence Renard. Nicolas Largès. Présent. Thérèse Malem. Présente. Caroline Lignou. Absent. Elle est souffrante. On ne sait pas si elle veut venir. Vous faites comme si. D'accord. Si elle nous rejoint, on entend mieux. Isabelle Salomé. Présente. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Présent. Étienne Derwin. Présent. Alors, j'ai reçu une question diverse, donc j'ajouterai à l'ordre du jour, j'ajouterai à la fin de l'ordre du jour. Et nous allons d'abord débuter par la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Je propose que ce soit Frédéric Dulac, sauf s'il y a d'autres candidats disponibles demain. Donc, Frédéric Dulac sera notre secrétaire de séance. Ensuite, donc, nous avons l'approbation du compte-rendu du 18 décembre dernier. Je n'ai pas reçu de remarques, donc je vous propose de le mettre au voix. Raymond Bescot. C'est pas une remarque, je le voterai, mais j'ai une remarque par rapport au Micro. Ah oui. Je le voterai, mais j'ai une remarque par rapport à ce qui a été dit et que je n'avais pas bien entendu au moment où ça a été dit. Donc, et je tiens à ce que ce soit au compte-rendu de ce conseil. Est-ce que je le fais maintenant? Oui. Ou est-ce que je Oui. le fais après? Ouais, tellement. Après les présentations et les explications que j'ai été amené à faire sur la question des travées de l'Aune, Anne a fait une réponse. J'avoue que j'avais pas bien entendu ce qui avait été dit. Et il est dit, il y a des sujets qui sont en commission logement et qui sont présentés en détail, ce qui n'est pas le cas des dossiers pour les travaux du gymnase de l'Aune, par exemple. Je ne peux pas accepter ça. Bah, soit on modifie ça et ça me va, mais c'est ce qui est écrit dans le compte rendu. Et la moindre des choses, c'est que, je le répète, dans chaque commission, je présente dans le détail et je réponds à toutes les questions qui sont posées. Donc je ne peux pas laisser dire que ce n'est pas présenté dans le détail. Donc, mais j'avoue ne pas l'avoir entendu. Alors, moi je l'avais entendu, mais l'interprétation, voilà, dans l'ensemble de la discussion, l'interprétation que j'en ai faite, c'était qu'en effet, il y a, donc, ce que disait Anne, il y a des sujets qui sont en commission logement et qui sont présentés en détail. Mais en détail ici au conseil municipal, en fait, à la suite. Ce qui n'est pas le cas, en effet, des dossiers sur les travaux du gymnase, puisque c'est en CAO, et ça ne passe pas en conseil. Et c'est ce que j'explique ensuite, certainement dans l'ensemble du long paragraphe qui ensuite logement, et la délibération est présentée en commission logement pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions, éventuellement à amender, aussi avant la présentation au conseil municipal pour le vote. Et ensuite, je rappelle que les décisions du maire ne sont pas soumises au vote du conseil,
Et en fait, les éléments de CAO sont des éléments qui sont dans les décisions du maire. Oui, mais qui ont été présentés en détail en commission. Évidemment, Donc, je ne veux pas laisser entendre en CAO. qu'en CAO ou en commission ad hoc ou au moment où on examine ces documents-là, ce n'est pas présenté en détail de ma part. Si vous voulez, pour éviter qu'il y ait une interprétation possible, et qui sont représentés en détail en conseil municipal. Comme ça on évite toute interprétation. Oh, oui, oui, tout à fait. Il n'y a Ah, pas de voilà. sur ma part. J'ai bien noté que si je voulais plus de détails, je m'adresserais à ceux qui siègent en commission des appels d'offres. Oui, ou venez quand il y a un empêchement comme il vient d'y avoir aujourd'hui, visiblement, parce qu'on a encore présenté des choses. C'est comme ça. C'est la Voilà, vie, c'était mal tombé pour Caroline aujourd'hui et de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas pu la remplacer, même au pied de l'eau. Ok, donc on ajoute dans le compte rendu avant, donc, et on le vote ainsi, donc, et qu'ils sont représentés en détail en conseil municipal. Voilà. Ça va tout le monde? Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, nous avons une désignation à faire d'un correspondant incendie et secours. Je vous propose que cette personne soit Denis Vergniaud. Il sera donc ainsi notre interlocuteur privilégié avec le SDIS, c'est-à-dire le service départemental d'incendie et de secours. Oui. Évidemment, il peut y avoir d'autres candidats. Nous devons faire un vote à bulletin secret. Donc d'abord, je vais demander s'il y aurait d'autres candidats. Je voulais savoir exactement à quoi ça correspondait, quelles étaient les contraintes et ce que vous demandez comme compétences éventuellement, et éventuellement proposer Stéphane Bouchard. Alors, par rapport donc à l'accompagnement du SDIS, donc les missions sont l'information et la sensibilisation des habitants et du conseil municipal. Et dans les possibilités qu'il y a sous l'autorité du maire, c'est de, par exemple, participer à l'élaboration, à la modification d'arrêtés, en lien donc avec le service local d'incendie et de secours. Ça peut être de mettre en place des actions d'information ou de sensibilisation qui sont demandées par le SDIS. Ça peut être je pense par exemple l'été dernier, on a eu toute une demande d'information par rapport aux incendies en forêt. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi la mise en œuvre donc, des obligations de planification ou d'information préventive qui peuvent nous être demandées. Dans ce cadre-là, ça peut nous être demandé. Alors, j'avoue que là, ces derniers temps, ça ne nous a pas vraiment été demandé, donc je n'ai pas d'exemple en tête là-dessus. Par rapport à de la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune, là c'est quand des plans de défense plus spécifiques sont mis en place. Là par exemple, ça pourrait être le cas pour à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques par rapport à la zone de défense sur le territoire de la commune. Donc cette personne participe avec le maire ou en mon absence justement pour pouvoir discuter avec le SDIS là-dessus. Et dans ce cadre-là, évidemment, la possibilité donc d'informer le conseil municipal sur ses actions lorsque c'est nécessaire. Voilà un petit peu l'ensemble, c'est ce qui est dans la note de synthèse. C'est la première fois qu'on l'a, et Denis étant notre référent défense, en fait, ça complète aussi par rapport à son expérience. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui, Stéphane Bouchard. Ok. Est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret? Enfin, c'est un vote à bulletin secret que nous devons faire.
Mais si tout le monde est d'accord pour faire un vote à main levée, Oui. nous faisons un vote à main levée. On vote pour voter. Oui, tout à fait, c'est ça. Je ne veux pas qu'il y ait de remise en cause de la délibération après. Donc oui. Donc, pas d'opposition à un vote à main levée. OK. Donc, qui est pour la candidature de Stéphane Bouchard? Donc 3 voix. Qui est pour la candidature de Denis Vergniaud? On ne sait pas vraiment. Je vais aller à fond la caisse pour ça. Donc, OK, donc Denis Vergniaud sera le correspondant Ah, Pierre l'État de incendie et secours. Merci. Ensuite, concernant la modification des tableaux des effectifs, donc nous avons une modification qui est la suppression donc, d'un poste d'assistante maternelle à compter du 1er février, c'est un départ en retraite, et la création d'un poste d'agent social, c'est toujours sur le service petite enfance, et il s'agit en fait là d'une stagiairisation d'une personne qui était déjà présente, donc en CDD pour pouvoir continuer sur le service petite enfance. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Pardon. Oui, excuse-moi. Dedans. Mais du coup, c'est pour faire le même travail entre l'assistance maternelle et l'agent social? C'est de l'accueil en petite enfance, plus sur le collectif, puisqu'on est en train aussi d'évoluer, vous l'avez vu, avec de l'accueil supplémentaire en collectif, notamment sur l'accueil de 12 places supplémentaires en accueil ponctuel. Et donc là, c'est du renfort sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Alors, juste que je vous prévienne, donc, Émilie Stella. Alors, d'abord, Magali, 12 entrée en séance, et Émilie Stella, pouvoir à Guéry-Gondégal. Voilà est en séance. Voilà. OK. Maintenant, nous passons aux finances, avec d'abord les avances sur subvention 2024 pour certaines associations et pour le CCS. Tristan Jacques. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération qu'on prend tous les ans parce qu'il s'agit de faire une avance sur subvention, puisque nous votons notre budget uniquement fin mars. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire une avance sur les subventions que reçoivent 3 associations de la commune pour leur permettre de fonctionner à bien pendant ce premier trimestre. Donc, on repart sur le quart de la subvention qui a été versée l'année précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Et ensuite, donc, toujours la parole à Tristan Jacques pour le rapport d'orientation budgétaire, qui est le préalable à notre débat d'orientation budgétaire 2024. Eh bien, c'est parti. Alors, ce débat d'orientation budgétaire, comme vous le savez, il est très contrôlé, très encadré. Il doit être tenu 2 mois avant le vote du budget, qui aura lieu du coup. Qui aura lieu du coup le 27 mars pour le vote du budget. Il est très contraint en termes de notions à aborder, donc on va faire un cassette scolaire. Cependant, si vous avez des questions sur des choses plus pratiques, je suis vraiment à votre disposition pour y répondre.
Il doit s'articuler sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est le contexte budget 2024 national, la situation financière de la commune et les hypothèses de construction du budget 2024 qui n'est pas encore fait. Alors, sur le contexte national, rien, je ne vais pas vous apprendre grand-chose ce soir. On sait qu'on a une inflation qui est en train de ralentir, ce qui est plutôt positif. Que l'État tend à essayer de réduire son déficit. Et forcément, quand l'État réduit son déficit, il le réduit sur le dos d'autres acteurs que lui-même, et en l'occurrence sur le dos des collectivités territoriales. Ça, rien de neuf. Sur les principales mesures de la loi finance 2024 qui vont impacter notre commune, il y en a 3. On va avoir possiblement un ajustement de notre dotation de péréquation au niveau de la dotation de solidarité rurale. Une seule dotation qui était plutôt en augmentation depuis 5-6 ans, qui était autour de 100 000 euros, 105 000 euros. Et pour le coup, c'est ça qui est bien avec l'État, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va toucher. Au cours de l'année, on ne sait même pas quels critères va impacter notre dotation. Donc, on sait juste que c'est non déterminé à jour. Mais voilà, on sait qu'il y aura des gestionnaires qui vont ajuster probablement à la baisse notre dotation de solidarité rurale. Le législateur a souhaité qu'on va créer une annexe verte à notre budget pour éviter de cibler l'ensemble, on mettre en avant l'ensemble des dépenses d'investissement qui seront dont l'objectif est d'accompagner la transition écologique. Bon, super. Peu probable que ça change grand-chose à la puissance publique, en tout cas sur notre commune, mais ça permettra de mettre en exergue tous les investissements écologiques qu'on fait d'ores et déjà. Et le dernier, c'est il a décidé, vous savez, pour les dotations et pour les fonds de péréquation, il y a 50 000 critères dans un tableau Excel qui fait 50 colonnes. Et ils ont décidé d'ajuster ces indicateurs financiers, mais comme personne ne sait, même le préfet, comment se calculer. Du coup, il y aura des changements, mais quand, comment, quel sera l'impact pour la collectivité, personne ne le sait, malheureusement, mais ça aura potentiellement un impact. Sur les alors la nouveauté de cette année en termes de service à la population, c'est M. le maire a annoncé dans ses vœux, c'est le retour des demandes de passeport et de carte d'identité au niveau de la collectivité. Donc on va avoir possiblement des recettes de la part de l'État, mais de mémoire, Aurélie, si je ne dis pas de bêtises, on les touchera que l'année prochaine. Donc pas d'impact, donc on a des produits sur 2024 et potentiellement des hypothétiques recettes dont on ne connaît pas le coût, pourtant qu'on touchera peut-être l'année prochaine. Et dernier impact de la finance 2024 sur les finances de la collectivité. Vous savez, la taxe foncière, c'est une base locative fois un taux, et tous les ans, ces bases locatives sont indexées. L'année dernière, effectivement, ça a été très impactant pour les Manicouas, puisque la base était indexée à 7%. Donc cette base est indexée en fonction de l'inflation, et cette année, ce sera de 3,9%. Au niveau de la situation financière de la commune, au niveau des recettes, on a des recettes qui sont en légère hausse cette année à 14 712 000 euros, un 13,8 millions l'année précédente. C'est plutôt une bonne nouvelle,
notamment grâce à des recettes complémentaires de la CAF à hauteur de 400 000 que l'on n'avait pas prévu et qu'on ne peut pas prévoir. Donc les 400 000 euros d'augmentation de recettes de la CAF, donc pour tout ce qui est scolaire, centre de loisirs et crèche familiale. Donc potentiellement une partie de ces 400 000 euros vont pouvoir être reconduits l'année prochaine, ce qui sera une bonne nouvelle pour la collectivité, mais on a malheureusement avec la CAF des difficultés à avoir de la vision et de la visibilité, excusez-moi, sur les recettes futures. En termes de recettes pour les usagers, on n'a toujours pas retrouvé notre niveau de recettes de tarifs depuis le Covid, puisqu'on arrive à 1,3 million quand on était à 1,4 million en 2019. Ça, on est toujours sur une perte de 100 000 euros par an hors indexation. C'est assez conséquent. Donc on a l'obligation de se comparer, donc on se compare. Oui, je ne vous ai pas dit les droits de mutation, comme on l'avait énoncé l'année dernière lors du budget. On s'attendait forcément les droits de mutation, donc c'est des droits qui sont perçus en fonction des transactions immobilières. Et au vu de la difficulté des Français à accéder au crédit, du coup forcément le marché immobilier a ralenti et on est passé de 700 000 euros à moins de 300 000 euros. 320 000 euros de recettes de droits de mutation en 2023, ce qui est une chute vertigineuse. Forcément, dans le cadre de la préparation du budget, il faudra qu'on parte sur des hypothèses de perception de ces recettes relativement modestes. Donc là, vous le voyez sur le schéma qui est juste en dessous, on a des dépenses par habitant à Manille-la-Mode qui sont relativement modestes par rapport inférieures en tout cas à la moyenne de l'agglomération, puisqu'on est à 1 385 euros par habitant pour une moyenne qui est à 1 529 euros. Alors, le super graphe qu'on aime bien, c'est pour continuer à vous montrer que nos dotations continuent de baisser, puisqu'à gauche, vous avez l'ensemble des dotations de l'État, donc en vert, la dotation globale de fonctionnement, en violet, la dotation de solidarité rurale. Donc, vous voyez, en 2014, on avait 1,6 million de dotation de l'État, et on arrive au DGF, et on arrive à 137 000 euros en 2023. Et comme je vous disais, du coup, effectivement, la DGF qui est passée de 104 000 euros en 2022, la DSR, excusez-moi, 104 000 euros à 122 000 euros. Du coup en 2023. C'est bien, ça augmente légèrement, mais en fait, à droite sur le tableau, vous avez l'augmentation des fonctions de l'État, parce que l'État donne et fonctionne pour faire la péréquation horizontale entre collectivités territoriales. Et là, on a un FSRIF qui passe de 134 à 133, donc plutôt stable, mais un FPIC, un fonds de péréquation intercommunale, je crois, qui passe de 182 000 euros à 207 000 euros. Ce qui fait qu'on fait les additions et soustractions, on a une dotation de l'État qui était d'1,2 million en 2013 à moins 81 000 euros en 2023. Donc on continue de donner de l'argent à l'État pour gérer les compétences qu'il demandait de gérer à sa place. Au niveau des recettes réelles de fonctionnement, donc là on a des bases fiscales, donc comme je vous disais tout à l'heure, la fiscalité c'est des bases sur un taux, pour impôt c'est un des éléments obligatoires, donc on vous le remet. À titre informatif, on a des bases fiscales par habitant qui sont à 1 834 euros, on a une moyenne sur l'agglomération qui est à 2 134. Au niveau des dépenses de fonctionnement par habitant, forcément le corollaire d'avoir moins de recettes que les autres, c'est le moins de dépenses. Donc on est à 1303 par habitant pour une moyenne à 1480. Ah, excusez-moi. Oula. Alors, juste après. Là. Après. Voilà. Merveilleux. Donc ça, c'était pour montrer l'évolution des augmentations des dépenses réelles de fonctionnement. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, en dépenses de personnel,
on est sur une moyenne qui est relativement faible également par rapport à l'agglomération. 138 € par habitant versus un 910 pour la moyenne de l'agglomération. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en dépenses réelles, du coup, on était à 1303. En dépenses de personnel, on est à 838. Donc ça montre bien qu'on a une forte proportion de nos dépenses en faveur de dépenses de personnel. Ces dépenses de personnel, elles sont en hausse cette année pour plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est les coûts de tous que donne le législateur sur les bas salaires. 9,1 au 9 janvier 2023, la revalorisation de l'ensemble des indices du janvier, la révélation du SMIC et un certain nombre de recrutements, un certain nombre de postes qu'on a réussi enfin à pourvoir en 2022 et qui ont été une charge sur l'ensemble de l'année 2023. Donc toutes ces hausses-là qui ont lieu à partir de juillet, on les aura en année pleine, et du coup à partir de 2024. Donc on a des dépenses, on a des recettes, ce qui nous fait du coup une épargne. Vous avez une épargne de gestion et après vous avez l'épargne nette et l'épargne brute. L'épargne nette, l'épargne brute, c'est en retirant les intérêts d'emprunt, et l'épargne nette, c'est en retirant du coup les remboursements d'emprunt. Donc nous avons une épargne nette qui est en hausse, à minimum 0,73 000 en prévisionnel. On n'a pas encore tous les mandats qui sont tombés. On devrait atterrir à ce niveau-là, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque comme vous le savez, cette épargne sert à autofinancer nos investissements. Tous les ans, on a un budget d'investissement assez conséquent. Et du coup, au lieu d'aller emprunter sur le marché, du coup, on autofinance par le budget de fonctionnement nos investissements courants. En parlant de dette, du coup, notre encours de dette au 31/12/23, on est à 2 470 307, ce qui est relativement faible, peut-être trop faible, on va voir aujourd'hui, et avec une très bonne capacité de mise endettement, puisqu'en gros, notre résultat, enfin notre épargne nette, nous permet de nous désendetter si on considère qu'on utilise notre épargne nette pour rembourser l'ensemble de nos emprunts. Il ne faut que 2,1 an d'épargne nette pour rembourser nos 2,4 millions, 2,5 millions d'emprunts. Alors, on passe à l'investissement. En deux mots, ces recettes sont vraiment des subventions des collectivités tierces et de l'État s'il y en a, également de l'agglomération, de la fonds de concours. Et du coup, on vous explique que, par exemple, le gymnase de l'Aune, c'était un projet, un financement régional et départemental. La courbe passe au vert, c'est l'agence de l'eau de mémoire. La réflexion d'état de ville, c'est la région. La réflexion de l'étanchéité de l'hôtel de ville de mémoire, c'est l'État. Et du coup, on va avoir d'autres travaux qui vont être lancés, notamment la crèche familiale, pour laquelle on a réussi à avoir des financements de la CAF, si je dis pas de bêtises, et le skatepark pour lequel on n'a pas encore le financement de mémoire. Et ce sera peut-être dans le concours de l'agglomération. Sur les recettes d'investissement, comme je vous le disais, on a des. Ce graphique, honnêtement, je ne vais pas dire qu'il est compliqué à lire, mais il n'a pas vraiment de sens que les investissements, on les finance sur plusieurs années et ça n'a pas intérêt, mais on est obligé de mettre. Les hypothèses de construction budgétaire. C'est ça qui est le plus important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les bases fiscales vont être valorisées par l'État à hauteur de 3,9%. Encore reporté sine die la refonte des bases fiscales de l'ensemble des Français encore de 2-3 ans. Donc c'est un chantier qui a été lancé depuis au moins 15 ans, je pense. Les bases fiscales actuelles sont
ont été déterminés en 77, si je ne dis pas de bêtises, ils sont juste actualisés d'année en année. On avait déjà actionné 2 leviers d'optimisation fiscale en 2023, notamment la majoration des parts communales de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et l'exonération des taxes foncières sur les constructions neuves pendant 2 ans. Donc, ces 2 leviers étaient avec des recettes prévisibles entre 20 et 30 000 euros sur ces 2 leviers. En 2023, vous savez, on a relevé le taux d'imposition de 3%, ce qui a permis d'avoir un épargne plus conséquent et donc du coup d'éviter d'emprunter pour faire nos investissements. Au niveau du pacte financier de l'agglomération, je me trompe de clavier à chaque fois. Au niveau des recettes de fonctionnement, comme vous savez, quand on a délégué une partie de compétences à l'agglomération, il y a une attribution de compensation, puisqu'on a aussi délégué nos recettes. On a une attribution de compensation qui est scellée dans le pacte financier jusqu'en 2026, à hauteur de 2 028 362 par an, sur lequel on n'était pas forcément en phase avec la majorité de l'agglomération, puisqu'il y avait une promesse de l'agglomération depuis un certain nombre d'années de réajuster notre attribution de compensation lors du dernier mandat qui n'a jamais été respectée. Au niveau des droits de mutation, comme vous l'expliquez à l'instant, on est en chute libre, on passe de 700 000 à 308, 320 000 euros. Donc on va partir sur un budget plutôt aux alentours de 300 000 euros pour l'année prochaine. La taxe sur les consommations finales d'électricité, on est sur une moyenne des 2 dernières années. Le FNGIR, c'est le fonds qui a permis de supprimer la taxe professionnelle et il est stable depuis au moins 15 ans, donc une fixe. Au niveau de la DGF, dotation globale de fonctionnement, on va rester sur du coup, une stabilité légère baisse, en même temps il n'y a plus grand chose, donc une légère baisse de la DGF. Comme je vous l'expliquais, il y a une incertitude sur la DSR, la dotation de solidarité rurale, puisqu'on n'arrive pas à imaginer et à comprendre les critères qui feraient qu'on serait en baisse, mais il est probable qu'on soit en baisse. La deuxième dotation de compensation de la taxe pro est identique d'année en année. Au niveau de la CAF, je vous disais, on a eu 400 000 euros de surprise cette année. On espère qu'une partie de cette surprise restera dans nos recettes. Et sur les buts de fonds concours culture. Au niveau des produits et des services, on était sur 1,3 million du coup de recettes. Et donc tous les ans, les taux d'effort seront valorisés. Les autres produits de gestion courante, notamment les logements, les équipements, il n'y aura pas de modification majeure, puisque les loyers sont indexés comme l'ensemble de nos contrats. Et sur la diminution de charge, c'est le remboursement quand on est en collectivité, comme vous le savez. On doit prendre une assurance tierce pour notre personnel. Et donc, du coup, c'est le remboursement des frais de personnel par cette assurance. Et pour le coup, on reste sur le même niveau. Sur les charges à caractère général, on aura cette année du coup l'augmentation du contrat de restauration. Pour rappel, il y a aux alentours de 700 000 euros qui sera en année pleine. Donc on a pris 10%, donc c'est 70 000 euros en plus qu'on aura sur le chapitre 011. On a très peu d'infos sur l'amortisseur. Je suis parti. Ouais. Je dirais ça. Oui. Sur l'amortisseur de l'État pour les prix de l'énergie, on n'a aucune information au niveau de la collectivité, au niveau des collectivités. Il paraît un peu compliqué d'avoir pas des prévisions en tout cas. Donc on est parti sur le principe qu'on aura encore une hausse de 10% des charges d'électricité et de gaz, et du coup les 10% de la restauration. Au niveau des frais de personnel, on devrait être encore en hausse cette année à 1,8 million.
pour plusieurs raisons. On a encore une fois le gouvernement qui a décidé d'augmenter de 5 points le point d'indice, qui équivaut à peu près à 85 000 € d'augmentation en année pleine des salaires de la commune. On a l'instauration de la prime au pouvoir d'achat qu'on a validée du coup collectivement en fin d'année, qui du coup va coûter à peu près 80 000 € à la collectivité. Et on aura 2 postes qui vont être créés au cours de l'année. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mise en place des sites sécurisés, donc passeport, carte d'identité, et également l'ouverture de la nouvelle structure petite enfance, donc à peu près pour 60 000 €. Et comme je disais, en plus de ça, on a l'ensemble des augmentations embarquées de nos agents qui ont été augmentés au cours de l'année 2023 et qu'on aura en année pleine en 2024. Au niveau des atténuations de produits, au niveau du FSRIF et SPIC, on part sur une légère augmentation du FSRIF et pareil pour le SPIC. Sur les autres charges de gestion courante, on n'a pas souhaité encore baisser le budget prévu aux associations, donc il sera maintenu. La contribution au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse sera non plus de revaloriser en fonction du nombre d'habitants. Et les autres postes seront reconduits dans la limite des sommes budgétées en 2023. Sur les charges de la dette, on devrait être sur 149 824 € de capital si on n'a pas de nouvel emprunt cette année, et avec des intérêts à 27 000 €. Au niveau des recettes d'investissement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est notre épargne qui finance notre investissement. Donc on va autofinancer une grande partie des investissements de l'année prochaine. Les recettes d'investissement sont aussi composées des taxes d'urbanisme et du FCTVA. Le FCTVA, c'est la TVA qu'on a payée 2 ans avant sur un certain d'investissement qu'on récupère 2 ans après. Au niveau des subventions d'investissement, on a forcément le fonds de concours avec les dotations, les fonds de concours, les financements des investissements de collectivités municipales par l'agglomération. On a une enveloppe sur l'ensemble du mandat 2023-2026 dans lequel on peut tirer. On a les subventions potentielles, certaines du DG pour l'hôtel de ville, et le fonds vert pour l'école Corot-Samin dans le cadre de la rénovation énergétique du bâtiment. Et nous allons bien sûr faire les recherches qu'on peut pour trouver des nouvelles subventions, notamment auprès de la région, sur différents projets qu'on pourra regrouper pour obtenir des financements complémentaires. On a déjà parlé. Les restes à réaliser, comme vous savez, on va finaliser et sûrement inaugurer le gymnase de l'Aune en 2024, mais forcément il va être budgété dans les dépenses. On va continuer mes cours passe au vert pour 2024 également. On continuera d'entretenir l'ensemble de bâtiments communaux et de transformer l'ensemble de l'éclairage public dans nos bâtiments en LED afin de pouvoir économiser en fonctionnement. On continuera bien sûr, donc là, je vous disais, on a commencé à engager des études pour la rénovation énergétique du bâtiment Corot-Samin. Et on a commencé également nos études sur la récupération de la chaleur fatale et la création d'un réseau de chaleur sur l'ensemble de la ville du data center Péléus. Et on va réfléchir également et avancer sur la restructuration partielle du centre de loisirs en IS. Bien sûr, dans le cadre des investissements, il y a toujours des investissements de matériel, de remplacement de matériel qui arrive en fin de vie et qu'il faut remplacer. Et bien évidemment, l'entretien de nos voiries communales. Encore une fois, 2024, comme vous l'avez vu, ça va être encore une année compliquée budgétairement. Et c'est encore une année de choix. Des choix qu'on doit faire ensemble lors du vote du budget pour maintenir ou non notre service public de proximité et également nos capacités d'investissement. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Tristan, et j'en profite pour remercier les services qui accompagnent ce rapport d'orientation budgétaire et qui vont ensuite travailler sur
le budget 2024 avec nous en fonction des débats aussi qui auront lieu ce soir. Qui souhaite prendre la parole? Thérèse Mallet? Déjà, je vous remercie Tristan pour cette présentation. J'ai eu l'occasion d'être à la commission finance, donc il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, mais j'avais prévu qu'il y en aurait d'autres aussi. Vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. Vous préférez qu'on pose une question au fur et à mesure que vous répondez? C'est mieux. Ouais, peut-être plus simple, ça dépend de la technicité de la question. Ça va être pas quand même, Allez. simple. Alors déjà, dans un premier temps, concernant la DST, donc des titres de sécurité, vous précisez que je ne savais pas le montant qui va être alloué à la commune de Magny. On sait que normalement, c'est l'enveloppe de l'État est de 100 millions d'euros, sauf erreur de ma part. Mais pour avoir une subvention, enfin une aide, il y a un dossier à monter. Vous avez quelque chose à faire ou c'est Alors, c'est 100 millions d'euros, en mais général, pas pour la commune de Magny-les-Hameaux. Non, Alors, voilà. non, mais Sinon, non, mais justement. Donc, est-ce que les dossiers vont monter rapidement? non, c'est pas monter du dossier. En fait, c'est en fonction du nombre de titres délivrés. Donc voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est en N+1. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de titres qu'on aura délivrés en 2024, on aura en 2025 la dotation qui sera en fonction. Alors après, on a des paliers en fait à passer. Voilà. Donc voilà, on est objectivé. Si des gens travaillent dans le domaine de la santé, ça peut un peu faire penser à du travail à l'acte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en effet, on ne peut pas savoir ce qu'on aura, parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Donc il faut en effet, parce que j'entends Raymond le dire, il faut en effet que les gens viennent, qu'ils soient à l'heure au rendez-vous, et que ça se passe très bien et qu'ils aient rempli l'ensemble des éléments bien en amont pour que ça dure le moins longtemps possible pour qu'on puisse honorer l'ensemble des rendez-vous chaque jour. Voilà. Surtout la photo. Vous allez proposer des rendez-vous Alors, les rendez-vous peuvent être pris maintenant sur le site internet de la ville. Pardon. Oui, c'est des rendez-vous en ligne, mais il faut savoir qu'avant, il faut évidemment remplir en ligne l'ensemble de son dossier. Les personnes qui auraient des difficultés pour le faire, on voit à côté, notamment au centre social ou à l'hôtel de ville, pour pouvoir les accompagner le mieux possible à côté. Et avoir des photos à jour. Et avoir les photos à jour comme il faut. Voilà. Et ça va être bien entendu ouvert à d'autres communes, comme nous on l'a fait quand on a Alors fait c'est partout, et ça aussi je le répète, parce qu'il y a un certain nombre de messages de communes alentours que je ne citerai pas, qui, ayant entendu que Magny-les-Hameaux ouvrait ce nouveau service, ont commencé directement à dire aux habitants de la commune de Magny-les-Hameaux qui allaient encore leur demander rendez-vous que maintenant qu'ils aillent à Magny. Certes, c'est plus court pour les gens, en effet, mais ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc, nous ici, on accueille évidemment tout le monde, puisque c'est notre rôle, mais tout comme toutes les communes doivent accueillir tout le monde aussi. Oui, alors oui, donc, effectivement, il nous parlera de faire ce genre de réponse. Mais là, tout est prêt pour recevoir. Bien sûr, tout est prêt. En fait, on a commencé des phases de test qui durent depuis mi-décembre à peu près, pour bien vérifier qu'on y parvenait. Le temps aussi que la mise en place des demandes de rendez-vous en ligne soit prête. Et donc là, c'est prêt, et de mémoire, ça doit être même annoncé dans le Manimag qui est déjà distribué ou encore de distribution. Voilà. Voilà. Donc vous avez utilisé les agents qui étaient déjà présents, mais vous demandez de personnel supplémentaire pour le moment, et la montée en puissance va certainement nécessiter de l'entrée. Alors bon, on avait, en voyant votre document, il manque un comparatif, alors je ne sais pas si on l'a loupé, mais je ne pense pas qu'on l'ait mis. C'est le comparatif de la dette de Magny-les-Hameaux par rapport aux autres communes de 50 ans et demi. Est-ce qu'on peut se situer par rapport à l'ensemble des communes?
était allumé. Ouais, honnêtement, je ne l'ai pas, mais honnêtement, il y a des seuils. Le seuil maximal d'endettement, c'est 12 années. Donc c'est ce seuil-là, 12 années. Il faudrait un maximum de 12 années de résultat pour rembourser notre dette. Et nous, en même pas 2 ans, on rembourse l'ensemble de notre dette. C'est honnêtement très très faible. Je ne l'ai pas fait honnêtement, mais si vous voulez, on le fera pour la prochaine fois. C'est d'ailleurs dommage que vous ne l'ayez pas demandé à la commission finance. On l'aura préparé spécialement pour vous aujourd'hui. Non, honnêtement, on est une des communes les moins endettées. Hein. Enfin, peut-être Coignères, qui n'est pas du tout endettée parce qu'ils ont des résultats incroyables. Ils ont un foncier industriel et commercial qui est hallucinant. Je pense qu'ils ont 0 dette. Une commune normalement constituée et endettée, honnêtement, nous, on a un endettement qui est dérisoire et je pense que ça devrait être un de nos leviers pour continuer d'investir. Parce qu'on n'a vraiment pas à s'endetter. Et quels sont les prochains investissements à venir pour lesquels vous allez utiliser l'épargne? Vous souhaitez utiliser l'épargne? En fait, l'épargne, on l'utilise tout le temps. En fait, dans nos 4-6 millions d'euros d'investissement par an, il y a 1 million d'euros à peu près, en tout cas cette année, qui est dédié à alimenter. C'est comme si vous aviez, vous achetez une maison, tous les ans, vous mettez de l'argent de côté et pour rembourser votre emprunt. C'est pareil, en fait, tous les ans, on met 1 million d'euros de côté sur notre fonctionnement pour investir sur nos équipements, sur le gymnase, sur la cour poissonnière, sur la rénovation des écoles coraux, sur la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, parce que j'ai évoqué un certain nombre d'investissements dans le cadre de subventions, mais les subventions ne couvrent jamais l'ensemble des dépenses des équipements. Donc du coup, il n'y a pas de fléchage particulier en fait. C'est vraiment, on finance nos investissements avec de la dette, des subventions et nos fonds propres qui sont du coup l'autofinancement. Par rapport au budget vert ou au fonds vert, est-ce qu'il s'agit de la même chose? Non. Oui, c'est... Alors le fonds vert, c'est vraiment un fonds qui est dédié de l'État pour accompagner les collectivités territoriales à investir dans la rénovation énergétique des bâtiments principalement. Et là, on a réussi à avoir un financement de la part de l'État sur la rénovation de l'école Corot-Samin. Et le budget vert, c'est une annexe du budget qui va être créé par l'État, qui est demandé de la mettre en place, mais qui n'est pas encore créé, donc il n'y a pas de décret pour nous expliciter le fonctionnement de cette annexe, pour mettre en avant l'ensemble des investissements verts que l'on fait au quotidien. Je suppose qu'un jour, ça aura un impact sur notre dotation globale de fonctionnement, qui est déjà ridicule, donc ça ne va pas l'augmenter, ça ne va pas la changer, mais probablement c'est peut-être ça l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir financer les communes vertueuses qui font des efforts d'investissement dans le verdissement de leur fonctionnement, ou pas. Du coup, je comprends que vous attendez le décret pour la mettre en place et les explications qui vont avec. Exactement, tout à fait. On n'a aucune info. D'accord. Mais c'est juste de la présentation et pour schématiser et pouvoir comparer, je pense, les collectivités entre elles assez rapidement. En sachant que nous, on dépense une grande partie de notre budget d'investissement depuis des années dans la rénovation thermique de nos bâtiments. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on va arriver à un stade où on aura presque tous nos bâtiments rénovés. Ça arrivera. C'est pas près d'arriver, certes. Bon, il y aura la récupération de chaleur qui va nous aider. Exactement, il y a la réserve de chaleur qui va nous aider. Je rebondis sur la comparaison à Coignères, où on voit que dans tous les graphes, finalement, Coignères tire la moyenne très vers le haut. Et du coup, la comparaison faite de Magny par rapport à la moyenne, alors que systématiquement Magny est très très proche de la moyenne, si on fait abstraction de Coignères dans le panel de communes de Saint-Quentin, finalement la position de Magny ne sera pas forcément tout en dessus, enfin tout en bon endroit par rapport à la moyenne, si on enlevait Coignères. Donc la démonstration, je trouve, elle est un petit peu dévoyée, parce qu'elle inclut Coignères qui a un comportement excessivement atypique. Et c'est valable, je pense, quasiment sur tous les schémas. Oui, mais au titre d'une démonstration pour se comparer à tout le monde, c'est aussi important d'envoyer dans le jeu les points. Ouais, mais
se dire des qu'il faut points effectivement retirer particuliers, quoi. Coignières, il faut retirer Villepreux, il faut retirer les clés. Enfin, le truc, c'est que nous, on n'est pas, honnêtement, justement, on parle d'état intellectuel, on a tout mis, quoi. Et effectivement, si on veut faire des statistiques précises, mais je pense pas que ce soit l'idée de ce débat, l'idée c'est d'avoir un axe de grandeur, et on voit bien qu'entre 838 et 987, on va dire Guyancourt, qui sont il y a un écart type qui n'est pas effectivement important, mais l'idée c'est juste de donner des grands axes de notions, pour tout le monde il y a la même notion de ce que coûtent en l'occurrence les dépenses de personnel par habitant. Effectivement, se comparer par rapport à Coignières n'a pas de sens, parce qu'il y a plus d'habitants et beaucoup de services. Se comparer à Villepreux, qui est une ville avec beaucoup d'habitants et zéro service, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous comparez Manille-la-Maux avec Choiseul, c'est des choses qui ne sont pas comparables. Mais bon, on est obligé d'avoir des axes de comparaison. C'est imposé dans le cadre de cette présentation, on le fait. Après, c'est pas des statistiques, je suis d'accord. Oui, peut-être, comme les moyennes Micro. cachent toujours. Pardon. Oui. Juste, excuse-moi Jean, quand vous parlez bien directement dans les micros, et puis en élevant peut-être un petit peu la voix pour les personnes qui regardent le conseil municipal à distance. Voilà. Merci. Oui, Tristan, comme je le dis souvent, je le réclame souvent, comme les moyennes cachent souvent des grandes disparités, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir recours, en complément, peut-être, aussi aux valeurs médianes? C'est noté pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, accord au débat? Non, enfin, on se posait la question de savoir quelle était la marge de progression pour la maison de l'environnement. Parce qu'apparemment, bon, même si ça a été une bonne affaire au départ, elle n'est pas forcément dans le temps, parce que c'est une charge énorme quand même. Je suis désolé, vous pouvez répéter la question? Non, mais j'ai pas compris la question. Alors, oui, parce que j'ai pas fini, j'ai pas posé la désolé. question encore. J'ai cru que tu t'as arrêté, désolé. Donc voilà, Anne vient de dire, quel est le coût annuel des dépenses de la maison de l'environnement? En termes de... Alors c'est l'avenant qui va suivre juste après notre débat. En termes de maintenance des équipements de chauffage et de chauffage, on est aux alentours de 60 40. Non, je crois que c'est 47 139,47. 47 000 euros. Oui, pour le chauffage, mais après, J'y reviens. c'est personnel. Ah bah, l'idée pour l'instant de cette salle, l'avenir n'est pas défini, mais en tout cas, à l'heure actuelle, le fonctionnement de cette salle reste le même préalable. C'est-à-dire qu'on l'utilisait à titre par parcimonie, on va dire, pour des spectacles associatifs ou municipaux. Et pour l'instant, ça restera dans cet état-là. Et donc, on va lancer une concertation avec les habitants qui sont intéressés pour réfléchir à l'avenir de cette salle. Mais en tout cas, financièrement, on n'a pas encore prévu d'augmentation de budget permettant de faire autre chose de cette salle-là. Quand on a repris la maison de l'environnement, je me souviens dans les documents, c'était indiqué qu'il y avait un effectif, je ne sais plus si c'était 3 ou 5 personnes pour faire tourner la maison de l'environnement, c'était comme ça dans le document. Donc je suppose que c'est pas encore la même quantification d'effectifs qui pèse sur le budget de la commune. Pas du tout. En fait, les 4-5 personnes dont vous parlez, c'était vraiment les 4-5 personnes à l'origine du projet, quand elle avait une vocation à être une maison de l'environnement, des sciences et du développement durable. Ce qui a abandonné l'agglomération en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans, et depuis, il n'y a personne dans cet équipement depuis 10 ans. Et donc, du coup, pas de TP, rien du tout. Donc, nous c'est un équipement en termes de personnel qui coûtera plus cher que préalable. La seule chose qui a changé, c'est que du coup, on va devoir payer le chauffage et l'entretenir. Je vais me permettre de compléter sur la question de la maison de l'environnement, parce que avant 2015, il y avait un certain nombre de services à l'intérieur de cette maison organisés par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment sur un certain nombre d'espaces, l'agence locale de l'énergie et du climat. Je pense que dans les 5 ETP qui sont signalés
il y avait les agents de l'agence locale de l'énergie et du climat, puisque ensuite il y avait de mémoire un gardien et une personne en responsabilité de l'équipement. Quand je dis responsabilité de l'équipement, c'est responsabilité de l'ensemble de la programmation de la maison de l'environnement. À partir de 2015, l'agglomération n'a absolument plus rien fait dedans. Et au fil des années, on y a constitué une programmation à la fois avec le service culturel et à la fois aussi beaucoup avec les associations de la commune, qui est le programme culturel que vous avez aujourd'hui. Et évidemment, on est aujourd'hui en janvier, donc la programmation culturelle est en cours jusqu'à juin prochain. Et un certain nombre d'activités et de spectacles ont lieu, pas mal d'ailleurs, ont lieu dans cette maison de l'environnement. Cette fin de semaine, il y avait un spectacle pour les tout petits, par exemple, qui a priori a eu beaucoup de succès, la fin de la semaine dernière, pardon. Sous la neige. Voilà, c'est ça. Et pendant toute la fin de la saison, on va avoir la quasi-totalité des spectacles d'écoles et d'associations qui vont aussi avoir lieu dans cette maison de l'environnement. Donc ça, on est déjà dans ce fonctionnement-là, où on remplit, en tout cas on occupe plutôt correctement cet espace-là. Et depuis septembre, vous avez dans les locaux qui étaient auparavant justement utilisés par la lettre, le Fab Lab, donc qui est une antenne de Atlab, qui est sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy et d'autres espaces, et donc qui s'appelle le MagLab, et qui utilise donc un certain nombre des espaces, et notamment l'ensemble de la salle que je dis au fond. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, l'objectif est de continuer ce que nous avons déjà entrepris en termes de programmation, en termes d'activités diverses qui sont dans cet espace-là. L'important aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir à plus long terme. On l'a dit déjà avant, ou au moment de la délibération que nous avons eue pour pouvoir travailler sur la rétrocession de cet équipement. Maintenant, nous devons engager, avec les habitants qui le souhaitent, le projet sur l'ensemble de l'espace, qui n'est pas que la partie de l'équipement, qui est finalement l'ensemble du terrain sur lequel il y a la maison de l'environnement. Et c'est un projet important parce qu'il est totalement structurant au cœur de notre centre-bourg. Et c'est une belle fabrique citoyenne en fait qu'on peut faire autour de ce projet-là. Donc c'est ça qu'on va engager. Et en attendant, évidemment, on va continuer les actions qui sont faites classiquement depuis 2015 dans cet espace. Il n'y a aucun projet de destruction. Vous le maintenez. Donc cet équipement sera toujours... Alors, par rapport à un éventuel projet de destruction, aujourd'hui, il y a d'ailleurs dans l'acte de vente l'obligation du maintien d'un espace en service public de 600 mètres carrés, qui est l'équivalent de la salle de la maison de l'environnement. Ça veut dire que derrière, pour l'avenir, tout ça, en fait, il va falloir qu'on le regarde avec l'ensemble des habitants. L'objectif n'est pas il ne faut surtout pas se dire, bon voilà, on a récupéré une salle et puis on va continuer de faire bon an mal an tout ce qu'on fait déjà. On a une vraie opportunité sur l'ensemble de cet espace qu'il faut qu'on puisse regarder tous ensemble. Et c'est vraiment ça. Il faut sortir un petit peu parfois des sentiers battus aussi. On a beaucoup entendu parler de plein de choses, de fabrique de tiers-lieux, etc. Alors maintenant, les noms tiers-lieux, c'est à Tire-Larigot, il y en a partout et tout et n'importe quoi. On a des espaces qui sont très intéressants aussi pour pouvoir, pourquoi pas, regarder du développement économique dans tout ça. Enfin voilà, il y a tout ça à regarder. Il faut ouvrir toutes les portes à ce sujet-là. Ça interdit rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vers la fin du document, là, page 33, mais c'est pas les slides, c'est le PDF. Vous évoquez des projets à venir, des projets structurants à venir
en lien avec la nécessité éventuelle de refaire un emprunt. Et juste après, il y a une liste de projets, mais est-ce que les projets structurants, en fait c'est page 33 du dossier total, donc je vais vous dire quelle page, c'est 20, page 20 du DOM. Donc on a toute une liste que vous avez présentée sur les travaux prévus l'année prochaine. Mais est-ce que les projets structurants à venir qui sont évoqués, c'est ceci ou c'en est d'autres encore? En fait, pour avoir recours à un emprunt, soit on a un recours à des emprunts bancaires classiques, donc là on peut emprunter pour tout n'importe quoi, du moment que c'est d'investissement et du coup ça rentre dans les recettes d'investissement, soit on emprunte sur des choses particulières, notamment grâce à la Caisse des dépôts qui a des fois des financements avantageux, pour des travaux structurants, notamment une rénovation énergétique du bâtiment ou la construction d'un réseau de chaleur. Du coup, il n'y a pas de lien dans le document. On dit juste que probablement il sera plus opportun d'emprunter quand il y aura un grand projet d'investissement structurant à venir, plutôt que pour emprunter sur des petits équipements pour lesquels on aura peut-être des financements bancaires qui seront peut-être moins attractifs que si on allait emprunter sur des projets structurants. Mais honnêtement, on ne s'interdit rien sur la manière d'emprunter à la date d'aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire que si on temporise pour l'emprunt, le levier que vous allez décider d'actionner, c'est la fiscalité? Pas forcément, puisque du coup, comme je vous l'expliquais, on emprunte, enfin notre budget d'investissement en recettes, c'est de l'emprunt, de l'autofinancement et des subventions. Donc on a eu beaucoup de subventions sur Coros 1, donc ce qui va nous aider financièrement à équilibrer ce budget de manière assez stable. Et on vient de faire un résultat à 1,075 000 de résultat, ce qui va permettre aussi d'autofinancer le budget 2024 en investissement. Après, je ne dis pas qu'on n'augmentera pas les impôts, c'est dans le cadre de construction du budget qu'on verra comment on arrive à équilibrer le budget. Mais il n'y a pas de lien, en tout cas, entre augmentation d'impôts et investissement. Par rapport aux investissements, on le voit d'ailleurs par rapport aux emprunts, pardon, on le voit dans un des tableaux que vous avez qui est sur la page 15 du document. On a eu recours ces dernières années à quelques emprunts de temps en temps en fonction de certains projets. Je pense que c'était pour la plaine de Chevincourt, donc en 2019 et 2020. 2020 était la dernière partie en fait d'emprunt. Depuis, on n'en a pas fait, ce qui nous permet un désendettement assez fort, même s'il était plutôt faible. Donc ça nous ouvre aussi un certain nombre de possibilités, et notamment si on ne parvient pas forcément à avoir un certain nombre de financements autres. On est plutôt sain en fait en endettement, et c'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Mais du coup, est-ce que vous en saurez plus pour le budget définitif, pour nous dire si vous prévoyez continuer à augmenter la fiscalité ou plutôt aller vers des emprunts? Cette année, je pense que pas mal de Manicois ont bien souffert de l'augmentation de la fiscalité, et si j'ai bien compris, ça va continuer pour des raisons indépendantes de la commune, qui sont plus liées aux augmentations qui sont encore prévues, les bases qui sont revalorisées par le Parlement. Et du coup, si vous prévoyez de rajouter encore par là-dessus d'autres augmentations, ça va finir par étrangler tous ceux qui sont concernés. Et nous sommes tous habitants de la commune, donc vous pensez bien qu'on est tous aussi concernés par ce point-là, et si on pouvait faire autrement, on le ferait autrement. Honnêtement, on est vraiment en phase de construction budgétaire. Des hypothèses qu'on a sur ces diapos et sur ces documents, on les a depuis quelques jours. Les services commencent à remonter leur budget, on va les consolider. Et bien évidemment, si on arrive à trouver d'autres solutions, ben, on les trouvera. Mais encore une fois, il y a peu de lien entre l'emprunt et l'augmentation de la fiscalité.
revanche, c'est quand même vous qui décidez de savoir si on augmente ou pas la fiscalité. C'est nous, au conseil municipal. Oui, moi j'ai dit, c'est le municipal. Comment? Bah, c'est eux. Oui, c'est vous. Bah, vous l'avez voté la dernière fois, donc Oui, on le vote tous enfin, on l'a le voté, vote, hein, c'est ouais. pas- On l'année dernière, on l'a voté. on a tous voté une augmentation. Enfin, j'ai pas de. C'est vrai que bon, peut-être on pourrait se dire cette année, une année pour souffler pour les habitants serait peut-être bienvenue. Encore une fois, il n'y a vraiment rien d'acté et si on arrive à faire autrement, on fera son augmentation avec grand plaisir. Enfin, encore une fois, quand on augmente les impôts, c'est pas par plaisir. Enfin, c'est Pas le choix. non, mais c'est vrai, si tu penses qu'on augmente les impôts par plaisir, c'est que tu te trompes lourdement sur notre manière de fonctionner. Pour aller un petit peu dans le sens de ce que dit Tristan, on le voit aussi par rapport aux dépenses de fonctionnement sur les différentes années. Et on voit qu'aujourd'hui, on est allez, un équivalent de 2018 encore, quasiment, quoi, en dépenses par habitant de fonctionnement, malgré ces 2 dernières années, toutes les augmentations de charges qu'on a pu connaître. Donc ça veut dire qu'on a quand même des dépenses de fonctionnement qui sont plutôt maîtrisées, mais pour lesquelles il nous a fallu avoir recours à plusieurs reprises à une évolution des taux. Parce que sinon, on est on ne peut pas avoir, nous, contrairement à l'État, un budget en déficit. Voilà. Donc il faut qu'à un moment donné, on parvienne à le rendre en équilibre. Et les marges de manœuvre, et on y revient chaque année, hein, mais parce que ça n'a pas changé depuis, les marges de manœuvre qui sont laissées par l'État aux collectivités aujourd'hui, pour les communes, il n'y en a plus qu'une, c'est le taux sur la taxe foncière. C'est la seule évolution de marge de manœuvre, le seul levier possible, puisque aujourd'hui, qu'on construise ou pas, qu'on fasse du développement économique ou pas, et j'en passe, ne change rien en fait aux évolutions de budget qu'on peut trouver, quasiment. Pour d'autres collectivités, je pense notamment à l'ensemble des départements aujourd'hui, la quasi seule fiscalité qu'ils ont, eux, ils n'ont plus de levier en fait. C'est les droits de mutation. Et quand on voit l'état des droits de mutation aujourd'hui, autant vous dire que l'action sociale, qui est de la compétence des départements, va avoir beaucoup de mal en 2024. Et à un moment, ben oui, par rapport à l'ensemble des évolutions de charges qu'on peut avoir, on regarde tous les leviers. Alors on regarde nous toutes les dépenses les unes après les autres, ce qui nous permet de maîtriser. On regarde les charges en personnel qui sont, je tiens à le rappeler, le personnel c'est les services publics qui sont donnés aux habitants. Et nous on fait le choix de prendre la responsabilité d'avoir ces services publics, c'est-à-dire qu'on a le personnel beaucoup en interne, et je trouve que c'est essentiel pour garder cette responsabilité et accompagner les habitants avec un personnel qui est formé, qui est suivi. Et là, ben, encore une fois, on regarde chaque sou et on regarde chaque embauche ou chaque départ aussi de personnel. Et là-dessus aussi, pareil, quand on regarde sur l'évolution sur plusieurs années, malgré l'ensemble des évolutions d'indices, etc., qu'il y a eu ces dernières années, et avec les aléas aussi de problématiques d'embauche, on est à peu près au même niveau qu'en 2018. Donc voilà, on voit quand même qu'on a une commune qui essaye au maximum de stabiliser l'ensemble de ses dépenses, qui essaye aussi, et j'en profite pour remercier les services là-dessus, parce qu'il y a une recherche systématique de tous les financements et de toutes les subventions partout, et ça porte ses fruits, d'avoir en moyenne quand même sur les investissements 50% de financement extérieur, c'est-à-dire de subventions. C'est beau, et c'est pas partout pareil, donc voilà. Mais après, évidemment, on travaille en responsabilité, mais tous.
et c'est ce que j'avais dit un petit peu l'année dernière, et d'ailleurs, je pense que la discussion qu'on avait eue avait été bénéfique, parce que je pense qu'on avait tous compris la situation dans laquelle on était. Cette année, on va regarder en fonction aussi de l'ensemble des résultats, mais aussi, surtout, de toutes les interrogations qu'on va avoir au moment même où on votera le budget. Puisque, pour prendre deux exemples, sur les recettes, les droits de mutation, on va peut-être pas espérer lourd cette année non plus. Et ça, mine de rien, quand on passe de 700 000 à 300 000, ça fait mal. Hein. Et puis les financements de la CAF, qui ont été plutôt exceptionnels cette année. Les 400 000 qu'il y a eu en plus cette année, si on les a pas l'année prochaine, vous voyez déjà le manque à gagner qu'on a et où il faudra réussir à trouver tout ça, puisque le résultat qu'on a eu cette année, il provient finalement notamment de ces 400 000 de la CAF, quoi. Donc si on les a pas l'année prochaine, ben, ça fait 400 000 en moins en résultat, et donc ça fait 400 000 en moins en possibilité d'investissement et d'autofinancement l'année suivante, quoi. C'est un jeu d'équilibriste. Mais en tout cas, on a bien entendu votre interrogation par rapport à l'évolution de fiscalité. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou discussions à porter Eh bien, écoutez, donc rendez-vous le 27 mars pour le vote du budget, et puis auparavant, il y aura la commission de toute façon. Donc, je propose de prendre acte que nous avons eu le débat d'orientation budgétaire sur le rapport qui nous a été présenté par Tristan. OK pour tout le monde? Merci. Merci Tristan. Autre point à l'ordre du jour, et cette fois donc je vais laisser la parole à Raymond Besco qui va nous parler justement de l'avenant au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation et gros entretien et renouvellement et intéressement aux économies d'énergie qui a été vu en CAO. Oui. Donc cet avenant concerne deux aspects, comme vous l'avez vu. Une mise au point des conditions du P1. Je vous rappelle que ça porte sur la fourniture et la gestion de l'énergie. C'est une mise à jour qui n'a aucune incidence financière et qui se fait sur la mise à jour des indices, qui n'était pas possible au moment de la signature de l'ensemble de l'accord. Enfin, je ne développe pas plus, mais on a au moins un point zéro maintenant qui est à jour. Alors, ouais, non, je ne développe pas parce que... c'est le premier point. Sur le deuxième, comme on vient de le dire tout à l'heure, on ajoute la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable au marché actuel sur deux aspects, la prestation P1 et donc fourniture et gestion d'énergie pour 25 190,31 € par an, et la prestation P2 entretien et maintenance pour 14 093 € par an, soit un total de 47 139,97 € par an. Et donc je vous propose d'autoriser le maire à signer cet avenant numéro 1 au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude, sanitaire, ventilation, climatisation et gros entretien, renouvellement et intéressement à l'économie de l'énergie. Stéphane Bouchard, pour une question. Oui, et juste, quand tu parles des 14 000 €, c'est donc la maintenance préventive de la maison de l'environnement, c'est bien ça? Alors, il n'y a pas le P3, effectivement, enfin préventif, c'est l'entretien et maintenance. Entrée et maintenance. Ma question, est-ce qu'elle est... Chauffage, hein.
Justement. Chauffage, Est-ce qu'elle est faite- ventilation, parce Ouais. que c'est une Est-ce qu'elle est bâtiment. faite par le mainteneur qui gère en fait l'ensemble de la commune actuellement? Alors oui, on est. Alors il n'y a pas de chevauchement en termes d'entretien. On est en train de faire la passation d'une entreprise à l'autre. Donc on a eu plusieurs rendez-vous sur place entre les deux entreprises. Tout l'ensemble de l'équipement, des équipements ont été transmis d'une entreprise à l'autre. C'était beaucoup plus simple quand même d'avoir pour nous la même entreprise qui gère l'ensemble de nos installations. Et puis je crois que l'entreprise en place ne tenait pas spécialement non plus. Ouais, mais là, pour en avoir discuté la dernière fois, je pense qu'on est parti sur un contrat, c'était ça, de 7 ans, je crois. Ça se fait plus aujourd'hui de nos temps. Enfin, aujourd'hui, 7 ans, on part sur très très loin. Et je pense qu'il serait. Enfin, après, je suis pas C'est sûr pas que l'objet de l'avenant. beaucoup de gens n'ont peut-être pas répondu en fait à cet appel d'offres, mais je pense La que personne en 2024, partir sur un contrat de 7 ans sur une commune, c'est énorme. C'est mon avis. Et Mais c'est pas quand l'objet. même, si je pars sur un contrat de 7 ans avec une entreprise dans le métier, moi j'attends beaucoup de choses de cette prestation, quoi, de l'économie d'énergie, enfin plein de choses derrière. Mais Et 7 ans, ça me paraît quand même énorme. Et là, les 14 000 euros, non mais je pose la question simplement. 14 000 euros pour la maison d'environnement, alors moi, pour y être allé, en termes techniques, effectivement, on a sans doute le chauffage qui prend une partie importante, la CVC, tout ça. 14 000 euros, quand même, ça me paraît assez conséquent. Voilà, je tenais juste à poser cette question-là. Mais 14 000 euros en P2 en entretien. Et donc, ça rentre pas, donc la maintenance préventive rentre pas dans ce cadre. Si. Mais équipement, qu'est-ce que vous avez comme équipement Parce que là, je veux dire, Ouais, non. Alors, on recommence encore comme la dernière ah fois. non, mais non, C'est-à-dire que soit on le fait en commission, soit on le fait ici. c'est pas parce que. Mais moi, je veux bien. Non, Alors, ça va être. j'ai la liste. Non, mais on y va. Non, mais non, Comme mais je non, m'en mais non, doutais. mais non, Si. mais non. Qu'est-ce qu'on a comme C'est équipement? pas le Donc sujet, j'ai la c'est liste. pas la question de ça. Ah si. Mais, alors attends, écoute, Bon, c'est pas un allez. problème, regarde. Si l'opposition ne peut pas poser de Mais questions, si, regarde, mais vas-y. je coupe le micro. Moi, les questions, elle est simple. Je Mais- pose la question à savoir. La réponse est compliquée. Bah, c'est Donc possible. on va y passer du temps. Tu Alors, me demandes, non, non, tu me demandes qu'est-ce qu'on a comme équipement. Donc j'ai une liste de. mais c'est pas ça ma question. Ma question, elle est simple. Les 14 000 euros comprennent quoi? Eh ben, Le préventif et le correctif? Oui ou non? oui. À la hauteur de quel? C'est-à-dire que si demain, par exemple, on vous dit, il y a une, je sais pas, une 23 voies remplacées, est-ce qu'on doit la payer ou est-ce que ça fait partie du contrat de maintenance? C'est dans le contrat. Très bien, déjà une bonne réponse. Ah, c'est dans le contrat. Jusqu'à. Tu connais ces contrats Justement. P1, P2, P3. Donc c'est dans le contrat, oui. Quand l'entreprise nous a chiffré cet avenant, ils ont la liste. Alors des 23 voies, il y en a 1, 2, 3, C'est pas 4, si 5, évident. 6, mais 7, 8, 9. C'est pour dire qu'on n'est quand même pas des. On n'y va pas au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'il y a 9 23 voies. Tu citais les 23 Mais non, voies, mais il y a c'est- 2 non, c'est pas ce chaudières. que je dis Donc, du tout. quand ils ont. Si, c'est ça. Quand ils ont chiffré les 14 000 euros, ils ont chiffré en toute connaissance de cause. Alors, il y en a 150 pages avec les types de matériel, leur ancienneté, leur date de renouvellement, il y a tout. C'est-à-dire tout. Alors, je dois dire, j'en profite pour le dire, les services de l'AGLO chargés de la maintenance de cet équipement ont été plus que corrects dans cette affaire. Voilà, la passation de l'AGLO à la commune s'est fait dans d'excellentes conditions. On a fait plusieurs visites, on a fait des visites avec leur entreprise et la nôtre. Il y a eu des échanges techniques entre eux. Donc le chiffrage qui est fait là est sur la base d'une connaissance, je ne dis pas parfaite, parce que tu sais comme aussi bien que moi que quand tu as un équipement aussi complexe, avec des équipements sur le toit, partout, tu ne peux pas tout voir, mais ils ont une très bonne idée de l'état de l'installation. Il y a d'ailleurs encore des interventions faites en ce moment même par l'agglomération. Il y en aura même après
le 1er février, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui est engagé. Alors, certaines mineures, d'autres pas mineures, pour finir la mise à niveau de l'équipement. Ça, je dois dire qu'au niveau de l'agglomération, sur cet aspect-là, ça a été plus que correct avec eux. Voilà. Donc, les 14 000 €, ils sont chiffrés en toute connaissance de cause. Engie n'a aucun intérêt à sous-estimer ou surestimer ces montants-là. Ce que je voulais simplement dire, c'est pas ça. Je l'ai compris, mais Engie, sur un contrat de 7 ans, je pense qu'ils peuvent. Pour moi, à mon sens en tout cas, ils ont les mains trop libres. Voilà. Un contrat de 7 ans, c'est énorme. Mais c'est pas l'objet de l'avenant, c'est-à-dire que ça, c'était l'objet du débat précédent quand on a signé la convention. Mais là, on n'est pas en train de re-signer la convention. Des tarifs très très intéressants avec Engie s'ils ont un contrat de 7 ans. Et je pense qu'à mon sens, tu es assez expert là-dedans, je pense qu'à mon sens, on peut négocier un 14 000, je sais pas moi, à 10 000 par exemple, c'est quand même. Moi, mon sous-traitant, s'il a un 7 ans de contrat, j'exige autre chose. Enfin bref. Mais voilà, je reviens rien en question, c'est pas la question. Je vois pas le détail. Ah non, mais si je rappelle simplement que moi, pour moi, je suis encore complètement en désaccord, mais encore une fois, je suis de l'opposition. Partir sur un contrat de 7 ans, je trouve ça du coup. Je crois que vous l'avez. Il me semble que vous l'avez voté. Mais il me semble qu'on l'a voté à l'unanimité. Et je tiens à préciser que je vérifie ce type de contrat, en tout cas dans les marchés publics, c'est-à-dire dans les collectivités, ça reste encore aujourd'hui plutôt très fréquent. 7 ans maintenant. Oui. Alors peut-être que dans le privé ça se fait plus. C'est même plutôt mais ça se fait plus. Nous on était à 8 précédemment, mais vraiment, et sachant qu'à l'intérieur de tout ça, il y a une ligne, alors là c'est sûr que dans l'avenant on ne le voit pas, mais il y a une ligne qui est particulièrement importante qui est sur l'intéressement aux économies d'énergie. Ouais. Et ça pour nous justement, c'est quelque chose d'ailleurs qui nous a permis de faire un certain nombre d'économies au fur et à mesure sur le marché précédent déjà. C'est-à-dire que quand on avait une augmentation du coût de l'énergie qui existait quand même déjà sur le marché précédent, eh bien nous on avait des dépenses qui diminuaient légèrement, ce qui quand même est plutôt intéressant, et c'est dans le cadre de ces marchés-là justement qu'on l'a eu. Et notamment aussi, alors là c'était sur d'autres secteurs, mais la mise en place de la chaufferie bois sur les CTM, le CTF c'était là-dessus. Mais parce que, encore une fois, voilà, je veux bien qu'on compare public et privé sur des fonctionnements, mais je pense qu'il y a parfois un certain nombre de différences. Et ce que je veux vraiment bien signaler ce soir, c'est que cet avenant-là et le travail qui a été fait pour arriver à cet avenant ce soir a été très détaillé et a été aussi en fonction de ce qui était précédemment sur ce lieu, avec un autre prestataire d'ailleurs. Donc voilà, je veux pas que par la discussion qu'il y a, il y ait d'éventuels quiproquos sur on y va au doigt mouillé là-dessus, on ne sait pas trop ce qu'on a, etc. Tout ça a été travaillé. Alors, voilà, je vais mettre en nous. Non, mais je préfère le préciser. Parce qu'après, sinon, on peut avoir toujours une bataille de techniciens. Ah non, mais voilà, mais là-dessus, si les chiffres qui sont là, et puis ensuite, par rapport aux consommations, par rapport à l'évolution, de toute façon, il y a l'intéressement. Donc, on y viendra, quoi. C'est bien. Peut-être juste en complément, pouvoir gérer des bâtiments tertiaires, des grands bâtiments tertiaires en Paris, la plupart des contrats qu'on passait dans des grands groupes, c'était des contrats de 5 ans, parce qu'en fait ça prend tellement de temps dans ces appels d'offres à négocier les contrats, que sinon tu t'arrêtes jamais. Sur les 5 ans, effectivement tu as raison, mais c'est sur plusieurs lots. Oui. Aujourd'hui sur un lot, chauffage, j'ai envie de dire, CVC, c'est un peu ce qu'il y a. Ouais, mais c'est sûr qu'ils vont entretien des équipements après. Et en plus, dans les contrats, dans les grandes boîtes, t'as pas le chauffage, t'as pas le combustible qui est fourni, et t'as pas le lissage de l'investissement, ce sont vraiment des contrats très spécifiques aux collectivités, que tu retrouves pas dans le privé. Donc
moi, tu as un équilibre contractuel qui a du sens sur 7 ans. Voilà, vraiment, pour avoir comparé les deux, non, ça a du sens. Après, je gérerais différemment en privé, je suis d'accord. J'attends de voir justement. Mais ça a du Ah oui, sens. effectivement, mais comme l'a dit M. le maire, effectivement, normalement, on doit s'y retrouver quelque part sur le long terme. Il y a un équilibre contractuel qui est différent, mais qui est Parfait, merci beaucoup à tous les tous. J'insiste sur un point. On sort d'un marché, alors certes avec la même entreprise, et je vous rappelle qu'on n'a pas eu 36 réponses, il n'y en a eu qu'une. Bon, ça c'est la réalité. Où on sort. Non, mais pas de problème. Non, mais c'est où on sort quand même avec des installations en très bon état. C'est-à-dire qu'on se fait assister sur ce marché parce qu'on n'est pas des techniciens du chauffage et que c'est quand même des marchés un peu complexes. Et donc on a fait un bilan de l'état de nos installations. Alors autant, je veux dire, on n'a pas à se plaindre du tout de la manière dont le transfert s'est fait entre l'agglomération et nous, autant, je le dirais comme ça pour blesser personne, on n'a pas à rougir de l'état de nos installations, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on a des installations qui, grâce à cette longue durée, aujourd'hui, sont quasiment toutes neuves. Presque toutes les chaudières ont été remises à neuf sur le mandat, sur le marché précédent, d'où la baisse du P3 qu'on a voté précédemment. Quand je vois l'état de l'installation là, pas la même chose. Voilà. Donc on n'a vraiment pas à se plaindre de la durée, parce que une des difficultés, premièrement, on ne va pas s'amuser à repasser des marchés tous les 4 ou 5 ans, hein. C'est quand même un gros boulot pour les services. Ça permet aussi de bien étaler et de bien maîtriser la qualité de l'entretien de nos installations. Et donc, si vous souhaitez qu'on fasse une petite visite de nos installations, ça sera bien volontiers qu'on le fera. Ça permet de bien mesurer l'impact du marché. Et globalement, je ne dis pas que tout se passe bien et qu'on a des choses à se dire avec l'entreprise, on ne se les dit pas, mais ça permet quand même d'avoir des installations qui... Alors je touche du bois, ça se trouve demain matin, ça ne sera pas vrai, ne tombe pas en panne toutes les 4 matins. J'espère qu'il y aura du chauffage partout demain matin. Quand on a de la proposition, je suis intéressée pour participer à la visite et Stéphane aussi apparemment. Bon, mais là, on va prendre un bus. Hein. Ah, ça je rentre dans une voiture. J'ai entouré. Bien, volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet avenant? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Oui, ça change. Alors, pour vérifier, abstention, refus de vote, unanimité, merci. Nous avons les décisions municipales à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Décision municipale. Ah non. Non? Ok. Ensuite, donc, la question reçue jeudi dernier. Je lis la question et puis ensuite je vais lire la réponse. Donc reçue de la part de Anne Dedon pour le groupe Mani Citoyen. Monsieur le maire a annoncé à plusieurs reprises avoir porté plainte pour diffamation. Nous savons qu'au moins une plainte a été déposée récemment contre un ancien élu de la majorité. Nous souhaitons savoir si ces plaintes ont été prises en charge financièrement par la protection fonctionnelle accordée par la commune. Si c'est le cas, combien de plaintes ont-elles été déposées? Pourquoi n'ont-elles pas fait l'objet chacune d'une délibération votée par le conseil municipal? Nous rappelons que lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu au titre des articles 21, 23, 34 et 21, 23, alors il y avait 34 encore mais c'est 35,
du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal en tant qu'organe délibérant de la commune est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. En vous remerciant. Alors, d'abord, je vais préciser en préambule et pour le public ce qu'est la protection fonctionnelle des élus. Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection qui s'apparente à la protection fonctionnelle des agents publics. Ce dispositif répond à 3 types de situations. La première, lorsque l'élu local est victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions. La deuxième, lorsque l'élu local ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de sa qualité d'élu local. Et la troisième, lorsque l'élu local fait l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la Chambre régionale des comptes. Comme j'ai déjà pu l'évoquer tout récemment, effectivement, au cours de ces dernières semaines, j'ai été contraint à déposer des plaintes à plusieurs reprises, toutes liées au même contexte haineux que vous connaissez, pour diffamation, injures publiques et menaces. J'ai déposé une première plainte début décembre, puis plusieurs de façon très régulière après le 17 décembre, et encore le 10 janvier dernier. Et j'ai regroupé les éléments, sinon il y aurait eu plus de plaintes. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul élu dans ce conseil municipal à l'avoir fait. Comme vous le savez parfaitement, les dépôts de plaintes sont gratuits et n'entraînent donc aucune dépense, ni pour moi, ni pour la collectivité. Et à ce stade des procédures en cours, je n'ai pas jugé utile de solliciter auprès du conseil municipal une protection fonctionnelle. Pour être plus précis, tant que le recours à un avocat n'est pas nécessaire, par exemple. Si cela s'avère nécessaire, à un moment de la procédure, je ne manquerai pas de revenir vers le conseil municipal à ce sujet, puisque c'est bien dans le respect des délégations du conseil municipal que j'agis. Et tout élu municipal qui a ce droit doit évidemment l'exercer si nécessaire, car il est bien de la responsabilité du conseil municipal de les accompagner au mieux dans de pareilles situations. Si c'était là l'interrogation que vous aviez, soyez rassurés, Anne Dedon et le groupe Mani Citoyen, je connais parfaitement la procédure en la matière. D'une part, j'ai déjà eu la nécessité de faire cette demande il y a quelques années suite à des injures et menaces. Et d'autre part, comme beaucoup de maires de France, je suis l'évolution dramatique des atteintes aux élus avec attention. J'avais d'ailleurs lancé dans les Yvelines l'idée des sensibilisations des maires aux violences et situations conflictuelles, dont j'avais accueilli la première session de formation et de sensibilisation à Manille-les-Hameaux avec la gendarmerie, en lien étroit avec l'Union des maires des Yvelines il y a quelques années. Et nous échangeons très régulièrement avec mes collègues maires du secteur sur ces problématiques que nous ne connaissons que trop, comme partout en France, et je signale qu'il s'agit bien d'une réalité, au cas où certains s'interrogeraient encore à ce propos. Je vous précise d'ailleurs pour votre bonne information l'obligation pour les communes de souscrire une assurance couvrant les dépenses liées à la protection fonctionnelle des élus depuis 2019. Nous avons de notre côté, au niveau de la commune de Manille-les-Hameaux, renouvelé notre assurance protection fonctionnelle au 1er janvier de cette année, dans le cadre de l'adhésion au groupement de commandes d'assurance qu'on appelle YARD, c'est-à-dire incendie, accidents et risques divers, avec pour coordonnateur le centre de gestion, et c'était une délibération que nous avions prise le 5 décembre 2022. Et pour information, la cotisation annuelle est de 1 285,58 €. Je vous précise aussi que la loi toute récente du 29 décembre 2023 a étendu aux communes de moins de 10 000 habitants le bénéfice de la compensation versée par l'État pour couvrir le montant de la souscription de cette assurance. Auparavant, c'était uniquement le cas pour les communes de moins de 3 500 habitants. À toute fin utile, je vous indique d'ailleurs l'article du Code général des collectivités territoriales qui y fait référence, c'est le 21-23-35. En bref, pas d'inquiétude pour la bonne gestion des deniers publics de la collectivité s'il y avait là encore une interrogation. Je vous remercie vivement pour l'attention que vous portez aux différentes plaintes auprès de la gendarmerie que j'ai été amené à déposer. Au titre de ma fonction de maire,
puisque les attaques à mon égard ont bien été faites à ce titre. Là encore, au cas où il y aurait une interrogation à ce sujet. Et permettez-moi de m'interroger à mon tour sur l'objectif de ce type de questions posées dans le cadre des questions orales du conseil municipal, sur des atteintes qui m'affectent personnellement et que je ne souhaite à personne. Il me semble, encore une fois, et je trouve cela bien malheureux, nécessaire de le rappeler ici, rien ne se fait dans le dos du conseil municipal, et toujours dans le respect des prérogatives du conseil municipal et le respect des réglementations et de l'état de droit. La séance du conseil municipal est close, et je vous donne rendez-vous donc le 27 mars. Merci.